Et puis on va parler de l'actualité cette semaine à Gaza et puis au Liban aussi. Hein. Je pense que Youssef aussi, tu pourras dire un mot sur le Liban. Alors, bien sûr, cette semaine a été marquée par le meurtre de Yahya Sinwar, qui était le chef de Hamas et qui était considéré... La mort au combat, pour être plus précis. La mort au combat. La mort au combat, voilà. Ouais. Parce que j'ai dit le meurtre, oui. effectivement. Alors, la mort au combat, c'est d'accord. Qui était considéré comme le cerveau du 7 octobre. Alors, Et qui avait remplacé Ismaël Haniyeh aussi à la direction de Hamas. Voilà. Alors, avant qu'on parle, peut-être, Samir, tu pourras dire un mot de ce que tu as pensé de cette vidéo, de tout la vidéo de sa mort qu'on a vue. Mais avant, il a été dépeint par la presse et par les médias occidentaux blancs comme étant un sanguinaire, comme quelqu'un de diabolique. Et parallèlement, dans le monde non blanc, il est vu plus comme un héros, un résistant. Alors, on ne sait pas grand-chose de lui. En tout cas, en France, on ne sait pas grand-chose de lui. Est-ce que, Youssef, tu veux parler un petit peu de... qui il était? Je parle avec l'épée de Damoclès au-dessus de ma tête, avec l'épée de Damoclès habituelle au-dessus de ma tête, puisque vous savez que nous vivons dans une situation de pré-fascisme. Hein, au-dessus de notre tête, parce de notre tête, bien sûr, tout à fait. Moi, à titre personnel, avec toute une série de mots interdits, d'opinions interdites. On est vraiment dans cette situation. Il faut quand même avoir ça en tête. Hein, on est dans une situation qui est pré-fasciste. D'ailleurs, à telle enseigne que même un certain juge qui ne passe quand même pas pour un grand gauchiste, j'ai oublié son nom. Trévidic. Trévidic, hein, lui-même. Spécialisé dans l'antiterrorisme. Spécialisé dans l'antiterrorisme, lui-même s'est inquiété de cette dérive absolument incroyable, où maintenant ce sont des juges qui auparavant jugeaient des affaires correctionnelles, bon, il n'y a pas de métier, hein, jugeaient des vols de scooters, etc., qui maintenant vont juger des affaires de terrorisme, en correctionnel. D'apologie du terrorisme, qui vaut vraiment quasiment du terrorisme, hein, qui peut quand même conduire des gens très loin. C'est quand même absolument hallucinant, d'ailleurs, ne serait-ce qu'au plan technique, c'est extrêmement grave de confier... Alors, je ne mets pas en cause la capacité des juges, mais bon, en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que le droit est quelque chose de très complexe et on ne juge pas évidemment des affaires d'apologie terrorisme comme on juge, c'est un fait, des affaires de vol à la tire. Or, c'est ce qui va se passer maintenant. C'est ce qui va se passer maintenant dans des audiences correctionnelles, c'est absolument incroyable, c'est que maintenant des gens vont être jugés. Et on connaît un certain nombre de personnes dont les procès arrivent pour des délits, ce qui auparavant étaient des délits de presse, et qui deviennent maintenant des délits d'apologie de terrorisme. Donc, ce qui veut dire que nous n'avons pas de liberté de parole. N'ayant pas de liberté de parole, nous devons mesurer nos paroles même. C'est aussi dingue que cela. Hein. Et comme dans des tas de régimes dictatoriaux, etc. Et on connaît toutes les ruses des gens qui ont vécu un système dictatorial. L'autocensure est la règle. L'autocensure est la règle, hein, n'est-ce pas, Statis avec la Grèce, hein, d'une certaine époque. Et l'autocensure est la règle. Hein. Donc voilà. Donc ce qu'on peut dire, pour rester technique, c'est que Yahya Sinwar avait remplacé Ismaël Haniyeh à la tête de Hamas après l'assassinat. Pour le coup, alors là, du coup, l'assassinat de Haniyeh à Téhéran. Hein, ce qui était vraiment un acte de brigandage international dans un pays qui formellement n'était pas en guerre avec Israël. Et c'est un acte de brigandage total. Un homme politique, normalement, l'ONU établit une claire démarcation donc entre les politiques et les militaires. Pour le coup, Sinwar était un militaire. Hein. Il avait quand même passé 25 ans de prison. Je crois que c'est 25 ans qu'il avait fait en prison. Hein. Et au cours, il avait été échangé. Il avait été échangé contre des otages, donc il y a 25 ans. Il a fait partie d'un lot, d'un échange d'otages, enfin de prisonniers palestiniens et de prisonniers israéliens, un échange entre Hamas et l'entité sioniste et Israël. Et donc du coup, voilà, c'est comme ça qu'il était sorti. Et puis une fois sorti, il avait intégré les structures militaires de Hamas. Hein, les brigades Al-Qassam, voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Alors, il est évident que pour les Palestiniens, Sinwar n'a absolument rien à voir avec l'image qu'on a fait de lui ici. On a vu Macron se réjouir de la mort de Sinwar. On a vu Biden. La gauche aussi. Hein, oui. La une de Libé. Oui, la une de Libé. Je ne l'ai pas vu parce que... Je ne me souviens plus le titre, mais voilà, c'était une qui faisait la mort, enfin j'allais dire presque qui célébrait la mort d'un
Le Time dire aussi. Oui, le Time avec barré comme ça, avec son visage et barré. Oui. Bah, là, on voit vraiment le décalage entre le nord et le sud. Bien évidemment. Il est évident que pour le peuple palestinien, Sinwar n'a rien à voir avec l'image qu'on a dans le nord. Il manquerait plus que ça. Et donc, du coup, et puis en plus, il y a ce qu'il faut remarquer aussi, c'est cet énorme raté de la propagande israélienne qui s'imaginait le nuire à son image en diffusant. Vidéo, on peut peut-être en dire un mot, puisque peut-être il y a des gens qui ne l'ont pas vu aussi. Donc vidéo, on le voit assis sur un fauteuil dans un immeuble en ruine, une main déchiquetée, l'autre main qui lance un bâton sur le drone qui est en train de le filmer. Et stratégie de communication d'Israël, diffuser cette vidéo. Oui. Bon, alors ça a laissé perplexe un certain nombre d'entre nous, Samir ? Bah oui, parce que eux peut-être, parce qu'on ne connaît pas non plus la manière dont cette vidéo est sortie, parce que des fois ce sont des communications maîtrisées, des fois des communications non maîtrisées, mais peu importe, j'ai envie de dire, peu importe, tant pis pour eux, la vidéo est sortie, et eux ils pensaient en fait pouvoir se glorifier, de montrer les dernières images du tortionnaire Sinwar. Je crois que ce qu'il voulait, c'était montrer le côté dérisoire, la force d'Israël d'un côté, et Sinwar qui lançait à la fin un bâton sur le drone qui avait été envoyé pour vérifier s'il était bien mort dans l'immeuble où il était. Donc c'était montrer la symétrie en fait. Regardez comme nous sommes puissants, il a juste un bâton à nous opposer. Ouais. Alors là, on est vraiment dans les erreurs de communication d'Israël. Alors même d'un point de vue tout à fait avec du recul, et même si on observait au niveau des propagandes, des propagandes réciproques, on peut dire qu'Israël multiplie les erreurs de propagande par rapport à lui-même, je veux dire, depuis le début. On a vu depuis le début d'essayer par exemple de présenter les Palestiniens comme étant des nazis et autres. Bon, on voit bien que ça marche pas. D'essayer de présenter Sinwar comme étant quelqu'un qui se cachait au fond d'un tunnel, entouré d'otages ou alors parfois au milieu de la population, etc. Bon, c'est absolument faux. Alors pendant des mois et des mois, Netanyahou et la propagande israélienne disaient que Sinwar était entouré d'otages en permanence au fond d'un tunnel à 50 mètres de profondeur. Bon, là, on le voit seul, héroïque, jusqu'au dernier souffle. Voilà. Et là, on le voit. Alors, bon, visiblement, j'ai vu les photos de ce qu'on a découvert sur son corps, dans la propagande, et de ce qu'il avait dans les poches. Alors, je vais vous le dire, il avait un paquet de mentos, là, de menthol. il avait un chapelet, il avait un Coran. Voilà, il avait son arme de poing. Et il avait une somme d'argent, une fausse pièce d'identité, une pièce d'identité évidemment. Voilà ce qu'il avait. Donc il n'était pas en train de partir à l'étranger ou n'importe quoi. Et d'autant plus qu'il a été abattu au cours d'un combat. Il était avec 2 autres qui étaient chargés de sa sécurité. Et donc il a été tué par une balle en pleine tête, d'après ce qu'on sait. Et ensuite un obus de char, quand même les deux. Et du coup, il est abattu à Rafah, dans le sud. Et non pas dans le nord. Notamment la région de Jabalia, qui est complètement encerclée actuellement, on va en redire un mot ensuite, qui est complètement encerclée, qui est en train d'être véritablement génocidée, c'est absolument hallucinant. Donc il était dans une région assez terrifiante. Voilà, il n'était pas du tout pourchassé, et on ne savait pas du tout que c'était lui. D'ailleurs, c'est un soldat par hasard qui dit tiens, il y a une ressemblance avec Sinwar. Ensuite ADN, etc. Donc il n'y a aucune performance de l'armée israélienne là-dedans. Alors, bien qu'Israël tâche maintenant de s'attribuer comme si... Non, il n'y avait aucune traque, pas du tout. Il aurait pu rester protégé au fond d'un tunnel, etc. Et il avait visiblement d'autres intentions. Et visiblement, il voulait se rendre dans une autre zone de Gaza lorsque l'affrontement a eu lieu. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'il était en battle dress, en tenue de combat. Il n'était pas en veston et il ne s'apprêtait pas à partir pour Téhéran. C'est une image qui va perdurer, qu'on gardera. Et moi, ça m'a fait penser à cette image qu'on connaît tous. On l'a tous eu, même les gens qui ne savent pas où est la Palestine connaissent cette image d'un enfant qui lance une pierre sur un tank, sur un char. Et on sait ce que ça veut dire. Et là, c'est la même chose. Je crois que c'est quelque chose qui va marquer véritablement les esprits. Tout
Tout à fait. Est-ce que je peux lire oui, quelques lignes? Alors, c'est dans Le Monde, daté d'aujourd'hui, du reportage d'Hélène Salon. Donc, c'est la correspondante du Monde au Liban, qui connaît très bien d'ailleurs le Liban. Et c'est un reportage qui est fait au camp palestinien de Bedaoui. Donc, c'est au nord, c'est au nord, près de Tripoli. Alors, je vous lis juste quelques extraits, sans les commenter, ils parlent d'eux-mêmes. En milieu d'après-midi, vendredi 18 octobre, 1 heure après la confirmation par le Hamas de la mort de son chef, Yahya Sinwar, dans la bande de Gaza, ses sympathisants se sont réunis dans ce camp de Tripoli, dans le nord du Liban, pour commémorer le martyr. Des responsables du Fatah, le parti rival du président Mahmoud Abbas, se sont joints à eux pour témoigner de leur respect à cette, entre guillemets, figure de la résistance. Par la suite, en diffusant les images des derniers instants de Yahya Sinwar, l'armée israélienne a, sans le vouloir, décuplé la force de la légende du chef du Hamas. Son portrait sera bientôt placardé partout à Bedaoui, avec ceux d'Ismaïl Haniyeh, son prédécesseur, et d'Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, tué avant lui par Israël. La mort au combat de l'architecte de l'opération Déluge al-Aqsa le 7 octobre 2023, qui a fait plus de 1200 morts en Israël, force le respect même des voix les plus critiques au sein du camp. Par la suite, dans l'article, je saute un passage. La mort de donc c'est une déclaration qui est faite par un sympathisant du Hamas. La mort de Yahya Sinwar ne va pas arrêter la guerre car l'occupation se poursuit. Netanyahou veut occuper la bande de Gaza et le sud du Liban. Le choix d'arrêter la guerre lui revient, ajoute le sympathisant du Hamas. Les responsables politiques du Fatah partagent son analyse. Le Fatah, c'est l'organisation qui représente l'autorité palestinienne. Voilà. Le projet sioniste, alors suit une citation du responsable des jeunes du Fatah, Abou Rami, qui déclare donc, je cite, « Le projet sioniste est plus grand que de tuer Sinwar. Il est de coloniser la bande de Gaza et la Cisjordanie, d'expulser le peuple palestinien de ses terres. Netanyahou n'est pas prêt à arrêter la guerre car il veut empêcher la lutte nationale palestinienne et le projet d'établir un État palestinien. » Et la fin de l'article se conclut par une déclaration d'un responsable de l'OLP qui dit que la seule solution, c'est la réunification des composants du mouvement national palestinien à l'intérieur même d'une OLP réformée, ce qui est un serpent de mer dont on espère, il serait vraiment absolument urgent que ça se concrétise. Au mois de juillet, il y a eu la signature à Pékin de 14 organisations palestiniennes. Il y a eu des déclarations de ce type par le passé aussi, qui n'ont pas été suivies des faits. Et à Alger, il y a eu aussi une réunion de ce genre. Voilà, exactement. Mais il est grand temps, justement, je crois que l'une des principales questions politiques, c'est la réunification politique du mouvement national palestinien. Oui, d'autant, et c'est vrai, parce que et c'est là où on voit que Sinwar dépasse simplement la figure de Hamas, et toute la société palestinienne aujourd'hui le considère exactement comme Haniyeh et comme Nasrallah qui est libanais, eh bien le considère comme étant comme représentant ses attentes, comme un martyr du combat. Certains l'associent notamment à Hazeni al-Qassam, qui est mort en 1934 et qui est, on va dire, l'artisan de la première intifada palestinienne, parce qu'en gros, il y a trois grandes... exactement, de la grande insurrection de 36-39. Il y a trois grands moments de la lutte palestinienne, c'est 36-39. Ensuite, c'est la reprise de la lutte avec Yasser Arafat, le Fatah, le FPLP, et puis l'OLP, dont les Palestiniens s'emparent, parce que l'OLP qui avait été créé, qui était beaucoup plus entre les mains des dirigeants arabes, notamment Nasser, à l'époque, mais dont l'OLP s'empare après la guerre de 67. Ça, c'est le deuxième moment. Et certains disent, le troisième moment, c'est en ce moment. Le troisième moment, c'est en ce moment, et c'est Sinwar qui l'a initié. Voilà un petit peu comment le découpage se fait au niveau de l'histoire de la lutte palestinienne. Donc certains l'assimilent à Hazeni al-Qassam, qui est d'ailleurs le nom des brigades de combattants de Hamas. Hazeni al-Qassam, qui était une très grande figure de la résistance palestinienne, qui est mort martyr lui aussi, qui lui et ses hommes sont encerclés par les Anglais, on est en 1934. Il appelle au djihad, et les autres dirigeants palestiniens à l'époque ne sont pas encore prêts à cela, le Moufti, etc., et tous les Nachachibi, les autres familles palestiniennes. Et lui décide de lancer le djihad, et encerclé avec ses hommes par les Britanniques, il préfère mourir au combat plutôt que de se rendre. Donc beaucoup l'assimilent aussi à cela, et en font une figure, et dans le panthéon palestinien, c'est évident qu'il aura cette même place. Oui. Moi, je voulais revenir sur le souvenir que ça t'avait fait de voir
Sinwar Il paraît que ça fait référence à bâton. une bande dessinée dans un pirate, je sais pas trop quoi. Non, dans One Piece. Ah, ok. Alors, moi, je suis pas vas-y. une spécialiste de Moi One Moi aussi, Piece. je suis pas non plus. spécialiste, mais il paraît que... Aidez-moi dans le chat, mais je Les sais jeunes que connaissent. Enfin, c'est pas que ça fait référence, non, ça fait pas référence. Ça y fait penser. pas, hein. Ça y fait penser. Donc toi, tu parlais de cet enfant qui jetait un caillou sur le char, Sur le char, bah oui, là. sioniste, donc hein, c'était un char Ouais, sioniste. ouais. Moi, ça m'a fait penser à ce monsieur qui a jeté une chaussure sur George Bush. Oui, Ouais. oui, t'as raison. En fait, Ah, vraiment. c'est David contre Goliath. Ouais, non, mais j'ai eu C'est- cette. ouais. Quand j'ai vu, la première fois que j'ai vu l'image et que j'ai compris, hein, j'ai regardé parce que je comprenais pas ce qu'il faisait avec son bras, tu vois, parce qu'on voyait pas, c'était assez flou et tout. Et en fait, ça m'a fait vraiment penser à ça, c'est-à-dire, voilà, nos moyens sont dérisoires, Ouais. mais j'allais dire, comme on dit souvent en ce moment, on est du bon côté de l'histoire, quoi. Ouais. On dit ça un peu pour se remonter le moral, parce qu'on y croit, bien sûr, mais voilà, pour essayer de garder la foi et la détermination dans cette lutte. Mais vraiment, ça m'a fait penser à ça. C'est l'honneur, hein. Moi, c'est Ouais. être du côté de l'honneur, en fait. Alors, les gars, Je dois quitter le plateau, mais je dois vous dire je voudrais dire une chose simplement, c'est que les luttes de libération nationale n'ont jamais gagné sur un plan strictement militaire. Oui, c'est vrai. Jamais, C'est jamais. vrai. C'est La vrai. révolution algérienne était vaincue militairement, hein. Mm. Mais elle a tenu, et c'est sur le plan politique et politico-militaire, Bien sûr. si on Bah, veut, bien mais sûr. avec un primat du politique. Ah bah bien Toujours sûr. sur un primat du politique. C'est le, Ça a été le la même politique chose. qui est déterminant. Ça a été la même chose pour la lutte vietnamienne. Tout à en fait, tout à réalité. fait. Les Tout à Vietnamiens fait. ont tenu bon, mais c'est le front interne l'Afrique du Sud- états-unien. et l'Afrique du Sud Voilà. aussi, oui, bien sûr. Et l'Afrique du Sud aussi. Donc les peuples font Tout à des fait. sacrifices terrifiants. Ouais. Le coût à payer est énorme à chaque fois. Ouais. La plupart des dirigeants succombent, hein, et ils le savent, hein, Très d'une souvent. certaine façon. Tous Quand les ils, dirigeants voilà. qui commencent une lutte de libération bien Mais- voient l'heure de la libération. Mais ce n'est pas ça qui empêche finalement l'issue Ouais. victorieuse des luttes de libération nationale. Moi, c'est cette leçon de l'histoire que j'ai en tête et c'est celle qui m'est venue à l'esprit quand j'ai appris la mort de Sinwar. Ouais, je peux te poser une dernière petite question, justement, par rapport, pas particulièrement par rapport à Sinwar, mais par rapport à tous ces morts au combat de grands chefs, hein, certains assassinés, certains morts au combat, des grands chefs de la résistance palestinienne. Est-ce que cette stratégie, est-ce que vous la comprenez? C'est-à-dire, pour vous, est-ce qu'elle a une logique ou est-ce qu'elle répond juste à une volonté, j'allais dire, sanguinaire de couper le poisson par sa tête, quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui relève de l'intelligence stratégique ou est-ce qu'on est purement dans quelque chose dans une barbarie pure et simple, quoi? Et les fascistes font la seule chose qu'ils savent faire, c'est de tuer en fait. C'est tout. Les colonialistes, les fascistes, tout ce qu'ils savent faire, c'est tuer. Et c'est ce qu'on disait l'autre jour. Le colonialisme est une machine à tuer. Et Frantz Fanon. Voilà, exactement. On ne rappellera jamais assez Exactement. la pertinence de ce dicton. C'est ça, c'est une machine à tuer. Et c'est cette vision aussi, on le disait l'autre jour, hein, de Netanyahou en plus a été élevé aux États-Unis, c'est le Far West, hein, c'est le shérif qui tue le chef de la bande en s'imaginant qu'en tuant le chef de la bande, hein, bah, la bande va partir, etc., va se disperser. Et c'est vraiment la conception comment coloniale américaine qu'il a aussi, hein, vraiment, et que tous les colonialistes ont. Hein. Donc il suffit de tuer la tête. Et puis ensuite, on n'en parle plus. Bah, la bataille d'Alger qui est derrière toi, souvenez-vous quelles sont les dernières paroles du commandant Mathieu dans la bataille d'Alger. Une fois qu'il a tué Ali Lapointe, hein, une fois que Ali Lapointe est mort en martyr avec les autres, il dit bah voilà, c'en est fini, du FLN. Et bon, tout le monde sait très bien que c'est complètement faux. Et d'ailleurs, ça me permet de faire un rectificatif par rapport à ce film, parce que qui est à propos. Dans ce film, on a l'impression que les manifestations de décembre ensuite éclatent spontanément. Et là, c'est une rectification que notre ami Omar Bendera avait fait l'autre jour. En fait, c'est faux. Le FLN s'était bel et bien reconstitué dans Alger. Ça, c'est la petite erreur qu'on peut voir dans le film. Et les manifestations, même héroïques, n'étaient pas aussi spontanées que cela. Le FLN s'était bel et bien reconstitué à Alger, en dépit de ce qu'il disait, le Ténia, voilà, on a tué le Ténia, etc. Il prend l'allégorie du Ténia. Et c'est bien le FLN qui organise les manifestations de décembre. C'est pas spontanément les gens... Ça, c'est important de le dire. Ce qui fait qu'ils ont eu beau tuer Larbi Ben Hedi, capturer Yassef Saadi, tuer Ali Lapointe et les autres,
bien sûr, Ben Boulaïd, comment la martyre Ben Boulaïd, etc. Mais voilà. Ça, c'est très, très important de le dire. Alors, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi, Statis, le coût à payer est énorme. Mais pardon, mais je veux juste un peu prolonger ma question. Désolé si je suis un peu lourd. Mais c'est... Ouais, alors vas-y. Pardon. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à vous et à bientôt. À bientôt. Je sais que tu as des obligations. Donc, Ouais. Au revoir. Au revoir, Statis. Et du coup, Samir, c'est ta question. Ouais. Elle s'adressait à Statis et à Youssef. Ouais. En fait, moi, la question, c'était sur la dimension de choc des civilisations. Je sais pas, parce que j'y vois un truc, et voilà, je sais pas si c'est pertinent ou pas, un truc de vouloir écrabouiller ou écraser, ou je sais pas, une forme de virilité, une forme, je sais pas, il y a un truc comme ça de l'ordre de, voilà, vous pensiez être les chefs charismatiques, puissants, intouchables. Regardez, vos chefs, Bien sûr. on les écrabouille. Mais bien sûr. Alors on l'a vu constamment. Rappelez-vous avec Saddam Hussein. Alors indépendamment des personnages, je ne mets pas sur le même plan, mais indépendamment des personnages, Kadhafi c'est pareil. Il s'agit à chaque fois de tuer et de la façon la plus sauvage. Pour deux objectifs. Saddam Hussein montrer aussi. Voilà, montrer le corps, montrer. Et d'ailleurs, on pourra en dire un mot sur cette profanation des corps qui est faite en permanence. Regardez la volonté israélienne de profaner les corps palestiniens en permanence, de les écrabouiller, les écraser, les réduire en bouillie, s'ils pouvaient exposer. Tu sais, et puis là, ce qu'on voit depuis les quelques jours, tu sais, les gens avec la nudité. C'est pour ça que je parle de choc des civilisations, dans le sens où il y aurait ce côté de vouloir, votre culture qui se dit nous sommes les civilisés. Nous sommes les civilisés. On décivilise. Samir, tu parles des exécutions. Voilà, en tout cas des scènes qu'on a vues au nord Jabalia, de la bande de Gaza. Justement, il faut qu'on parle de cette situation parce qu'elle est critique. Et là, on laissera peut-être Youssef parce que je veux pas dire de bêtises. Non, mais vas-y quand même. Et vraiment ce rapport au corps. Si tu veux, je trouve que dans le génocide en cours en Palestine et notamment, principalement à Gaza, je trouve qu'il y a, le rapport au corps est central. C'est-à-dire que, par exemple, je rapproche aussi bien le fait donc de dénuder les gens, de les humilier. Tu sais que souvent on voit des mecs alignés avec les bras attachés derrière, les jambes, etc. Les militaires sionistes qui, lorsqu'ils investissent les maisons, sortent les sous-vêtements des femmes. Il y a ce côté de vouloir salir, entre guillemets, une civilisation à travers, on va dire, un peu les valeurs cardinales qui la caractérisent, quoi. J'espère que je l'ai bien exprimé. Oui, c'est même plus que cela encore. C'est écraser l'humanité. Il y a une volonté dans l'armée israélienne et chez Netanyahou d'écraser toute trace d'humanité à Gaza chez les Palestiniens, de les présenter comme des animaux. Et même aujourd'hui, même pire que des animaux, parce que je suis convaincu que Netanyahou, si on l'interrogeait sur les animaux, serait quelqu'un qui dirait « Ah, mais moi, je suis d'accord, animal friendly et tout ce qu'on veut, il n'y a aucun souci. Hein. Pet friendly. Il faut respecter les animaux, etc. » C'est le Palestinien, pour le sioniste, le Palestinien, c'est moins que rien. C'est moins que rien, c'est moins qu'un animal, c'est moins qu'un morceau de terre, on peut en faire ce que l'on veut. Et c'est ça qui est absolument terrible. Et ce qui est absolument terrible, c'est que l'idéologie sioniste veut amener le reste du monde à penser cela. Et il prétend être à la tête d'une croisade, et cette croisade, elle a comme objectif de tuer ce qui n'est plus humain. On n'est même plus dans le débat politique, on n'est même plus dans le débat entre le colonisé et le colon. On est dans une guerre d'extermination contre des animaux nuisibles, même pas des animaux, contre des insectes nuisibles. C'est exactement comme ça que Netanyahou et que l'idéologie sioniste veut présenter les Palestiniens. Or, ce qu'il y a de grave, c'est que, évidemment, que ce soit leurs propos depuis le début du XXe siècle, ça a toujours été leurs propos. Mais ce qu'il y a de grave, c'est qu'ils tentent d'embarquer avec eux des gens qui en apparence paraissent raisonnables, raffinés, etc. Et quand bien même ces gens-là ne sont pas forcément d'accord avec Netanyahou, leur indolence par rapport à Netanyahou, regardez, leur prudence pour condamner. On a un monsieur Macron qui va se réjouir de la mort de Sinwar en dépit de la profanation des corps. Vous savez que le corps de Sinwar a été emmené. On ne sait pas du tout ce qu'ils vont en faire. Vous savez que les lois de la guerre
interdisent cela. Et on voit bien que ce n'est pas la première fois. J'en discutais avec Statis juste avant. Vous vous rendez compte qu'ils gardent des corps depuis les années 80 ? Mais c'est répugnant. Ils gardent des corps de Palestiniens depuis les années 80 comme monnaie d'échange. Depuis les années 80. Ils les enterrent dans des fosses communes, ils les écrasent. Mais où a-t-on vu un tel écrasement des corps au sens propre du terme ? Moi, je n'ai jamais vu ça dans aucune guerre. Dans aucune guerre, je dis bien. Alors on va aller chercher les références, comment chez les nazis, chez les fascistes. Non, c'est vraiment particulier ce qui se passe là-bas. Voilà. Pour moi, d'une certaine façon, c'est pour ça que je ne prends pas ces comparaisons, parce que je crois même que, d'une certaine façon, ce qui se passe là-bas est tout à fait singulier et pire que tout ce que j'avais entendu parler, tout ce dont j'avais entendu parler dans le passé, dans tous les récits de guerre, etc. Pas au Moyen-Âge, où malgré tout, il y avait un respect des corps, il y avait un aspect chevaleresque. Bon, certes, dans la furie des combats, d'accord, mais ensuite, ce qu'il y a de grave, c'est que cela est fait à froid. Ce n'est pas fait dans la furie des combats, à froid. On malmène les corps, on les écrase, on les écrabouille, on les démembre, et surtout avec toute une armée, non seulement de militaires, etc., mais aussi de sociologues, d'anthropologues. C'est à ça que ça sert. Vous savez, en Israël, je ne sais pas si les gens se rendent compte, cette machine terrible, cette machine de guerre terrible, qu'il y a auquel doivent faire face les Palestiniens. Je crois qu'aucune machine de guerre a été aussi terrible. Une machine de guerre qui est adossée à l'Occident. Une machine de guerre, Israël, c'est une machine de guerre adossée à l'Occident, faite pour exterminer le peuple palestinien. Voilà, c'est de façon très réduite, très simple, la définition qu'on peut dire. Youssef, tu parles d'Occident, et je reste dans le même sujet, mais je décale un petit peu. Cette semaine, Macron a eu une phrase qui a beaucoup fait parler aussi. Il a dit, donc oui. Je l'ai noté, il a dit « Monsieur Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU ». Et j'aimerais bien qu'on clarifie un petit peu parce que, alors, ça a provoqué forcément la colère des sionistes qui n'ont pas supporté que Macron ne dise pas que Israël datait de 3000 ans. Mais oui. Voilà. Mais j'ai vu aussi de l'incompréhension de l'autre côté, des gens qui disaient « Ah, bah, c'est bien, Macron, il est en train de devenir antisioniste » ou alors c'est une perche qui tend vers l'antisionisme, etc. Et c'est vrai que quand on entend cette phrase, on peut se dire, ça sonne un peu comme un rappel à l'ordre, de dire « Ah, attention, on vous a fait, on peut vous défaire ». Oui. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut clarifier, parce qu'en plus, par rapport à l'ONU, tu disais c'est complètement Alors, faux. Ouais. Tout à fait. Alors, d'abord, il y a deux choses. D'une part, l'attitude de Macron et l'attitude enfin les réactions que cela a suscité en France. D'abord. Alors, je reviendrai d'abord sur l'histoire de Macron, parce que Macron, il y a eu deux temps. Il y a eu aussi l'histoire de la prétendue cessation de vente d'armes à Israël, prononcée par Macron. Oh, c'est terrible. Alors déjà, moi, ce qui m'a absolument indigné profondément, c'est comment effectivement, des gens en France ont pu rapprocher cette décision de Macron, qui est en plus une décision cosmétique. On sait très bien que c'est rien du tout, c'est pas là-dessus que ça se passe. Si Macron avait pris une décision de rupture économique, ce serait 1000 fois plus important et 1000 fois plus décisif pour amener à l'ordre Israël que cette prétendue cessation d'armes, qui n'est pas déterminante, qui est importante. On l'avait vu, on avait reçu des amis qui travaillent là-dessus. Mais vraiment, bon. Alors, mais ce qui est grave là-dedans, c'est que des gens ont associé cela à un non-respect de la communauté juive française. C'est-à-dire que d'emblée, on estime que la communauté juive française est associée à Israël et est indignée. Alors on a vu des membres de cette communauté organisée, je parle de la communauté organisée bien évidemment, le CRIF et autres, être indignés. Vraiment on se sent mal d'être... Comment vous vous sentez mal parce que M. Macron... Son nom a même été hué. Mais bien sûr, parce que... un discours de Barnier. Bien sûr. Parce que M. Macron a dit qu'il allait cesser de vendre des armes à Israël. Vous vous sentez délaissé. Mais c'est incroyable. On a atteint ce niveau. Et là, je vise précisément... Tu m'as fait traiter d'antisémite pour... Mais bien sûr, et je vise précisément le CRIF et la direction du CRIF. C'est extrêmement grave, ce degré d'humanité, d'inhumanité. Vous vous rendez compte que ces armes, elles ne sont pas faites pour jouer au cow-boy. Elles sont faites pour exterminer des gens et on le voit. Et vous êtes indigné que M. Macron... Alors, voilà. Pour en revenir maintenant à ce que tu dis et pourquoi Macron fait cela, Macron, en vérité, ce sont des mesures cosmétiques. Concernant cette décision de l'ONU, il y a deux choses. Premièrement, c'est faux. M. Macron raconte n'importe quoi. Comme d'hab. Alors, d'une part, il raconte n'importe quoi et en même temps, c'est aussi signifiant. C'est-à-dire que dans l'esprit de Macron, effectivement, l'Occident a créé Israël.
Moi, je dirais que l'Occident a créé Israël exactement comme le docteur Frankenstein a créé son monstre dans un atelier comme ça, de briques et de broc, d'accord, et on le balance contre les Arabes. Parce que c'est exactement. D'ailleurs, une créature qui maintenant est devenue plus ou moins incontrôlable. Enfin, on pense en fait qu'il la contrôle parfaitement. Israël n'est pas du tout incontrôlable. Alors, de ce point de vue, ça c'est vrai, mais c'est toujours l'Occident qui contrôle Israël, tout en faisant comme s'il ne pouvait plus le contrôler. On voit très bien que Biden... C'est pas Israël qui contrôle l'Occident. Non, c'est pas du tout. Certains, non, du tout. C'est pas du tout Israël qui contrôle l'Occident. Et je peux vous assurer une chose, c'est que en 2 jours, Netanyahou arrêterait immédiatement son offensive. Si simplement l'Union européenne, sans même parler des États-Unis, bien sûr, si les États-Unis arrêtaient de livrer des armes, bien évidemment, Israël, vous savez que Israël n'a pas pour 3 jours de munitions. Il aime trop la sortir celle-là. Non, mais c'est vrai. Israël n'a pas pour 3 jours de munitions de réserve. Biden, si tu nous écoutes. On a un pont aérien en permanence avec 3 avions, des gros avions, des avions gros porteurs qui arrivent de Chypre, etc. Chaque jour, et qui déversent leur cargaison mortelle. Ça, c'est une chose. Mais l'Union européenne, si simplement elle disait nous suspendons l'accord d'association, mais Netanyahou s'arrête tout de suite. C'est le premier partenaire économique, l'Union européenne. Concernant ce qu'a dit Macron, alors d'une part, il y a une part de vérité parce que l'Occident avait la volonté de créer Israël, d'accord. Mais en même temps, où il raconte n'importe quoi, M. Macron, c'est que c'est pas du tout la décision de l'ONU qui a créé Israël. J'en reviens à quelque chose qui est important que je répète, excusez-moi si je vais me répéter, mais l'ONU n'a pas créé Israël pour la bonne et simple raison qu'Israël, je ne vais pas dire qu'il a fait comme la déesse Gaïa qui s'est auto-engendrée, qui s'est créé lui-même, mais Israël s'est créé... alors c'est vrai que l'Occident a donné son accord, mais l'ONU, encore une fois, n'a pas le droit de faire ou de défaire un État. Donc c'est certainement pas une décision de l'ONU qui a créé Israël. L'ONU, je le rappelle, est un syndicat d'États auquel des États adhèrent ou n'adhèrent pas, exactement comme un individu adhère ou n'adhère pas à un syndicat. D'ailleurs, la Suisse n'était pas à l'ONU il y a encore très peu de temps, d'accord ? Il faut le savoir, il y a des États qui ne sont toujours pas à l'ONU. Le Vatican n'est pas à l'ONU, il y a d'autres États qui ne sont pas à l'ONU, d'accord ? Et donc, ce n'est pas le fait d'être à l'ONU, d'être reconnu par l'ONU, qui est une légitimité. Ça veut dire simplement que l'ONU reconnaît. Mais rien de plus. Mais en tout cas, Israël n'a pas été créé donc par une décision de l'ONU. Il y a eu ce vote du partage. Le vote du partage, la proposition de partage, c'est le vrai nom. D'ailleurs, le vrai nom, c'est proposition de partage. Et une proposition, ça s'accepte ou ça se refuse. Donc Israël n'a pas été créé. Simplement, l'ONU a montré l'Occident. Il faut rappeler qu'il y avait une 50aine d'États, pas plus à l'époque. Et l'Occident a dit au mouvement sioniste, vous pouvez y aller, on vous soutient, mais pour un fait accompli, parce que c'était un fait accompli contre le peuple palestinien, au mépris d'un principe qui est un principe de l'ONU pourtant par contre, qui est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et c'est cela qui a été bafoué par l'ONU, le droit du peuple palestinien à disposer de lui-même, et donc il aurait fallu qu'un référendum soit organisé en 1947, et non pas une proposition de partage, un référendum où le peuple palestinien aurait voté, quelle que soit l'origine, musulmans, juifs, chrétiens ou athées, même éventuellement. Et c'est cela qui n'a pas été fait. Et la proposition de partage du 29 novembre 1947, eh bien, c'est simplement un chèque en blanc, un blanc-seing que donnait l'ONU aux mouvements sionistes pour leur dire « allez-y ». Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, puisque avant même la décision, le vote du partage, avant même la reconnaissance, le 15 mai 48, avant même la création officielle de l'État d'Israël, le 14 mai 48, avant même, plus de la moitié des 800 000 Palestiniens avaient déjà été expulsés. Les 800 000 Palestiniens qui seront expulsés en général. La moitié avait déjà été expulsée avant même. Donc, on voit bien que oui. Et l'intervention... Il n'y a pas de corrélation entre la création de l'État et l'intervention des armées arabes se passe, je le rappelle, le 15 mai 48. Donc, à ce moment-là, la moitié des Palestiniens ont déjà été expulsés. Donc c'est quoi ce mensonge de dire que les Palestiniens ont été expulsés dans la foulée de l'intervention des armées arabes ? Et non seulement, et en plus, pas n'importe quelle, c'est que la ville de Jaffa, qui était la capitale, avait déjà été expulsée avant même l'entrée, qui était destinée, la ville de Jaffa, à devenir la capitale de l'État arabe, comme ils disent, enfin c'est l'État palestinien, eh bien, avait déjà été expulsée. Et près de la majorité des 100 000 habitants s'étaient déjà retrouvés sur des embarcations pour aller vers Gaza, étaient déjà dans les camps du côté de Gaza. Donc avant même la création de l'État. D'accord ? Ça, c'est important. Donc, ce n'est pas l'ONU qui a créé cela. Or, quand M. Macron dit cela,
Monsieur Macron prétend dire cela pour ramener à l'ordre, pour appeler à l'ordre Netanyahou. Mais... Paraît-il qu'il n'était pas content que ça ait fuité, parce qu'il ne l'a pas dit publiquement. Oui, et en plus, ça n'a pas été une déclaration publique. Donc il n'a pas complètement assumé. Il voulait faire ça en loose day, quoi. Ouais, certainement, ouais. Oui, ménager un peu ménager la chèvre et le chou. Mais je pense que c'était un off calculé. En tout cas, les sionistes l'ont très 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 mal pris. Oui, parce que vous comprenez, les sionistes, tant qu'on n'acceptera pas, mais bien sûr, tant qu'on leur permettra pas, avec le sourire, de dire allez-y, massacrez les Palestiniens, ils seront mécontents. Allez-y, vous pouvez les écrabouiller. Comment il en reste encore un? Mais allez-y, écrabouillez-le. Même Netanyahou a réagi, il me semble. Je ne crois pas dire de bêtises en disant que quand même Macron. Par rapport à Macron, bien sûr. Ouais, il fallait qu'il se calme. Mais bien sûr, shame on you. Il a vraiment, il s'est présenté comme ce que c'est que la honte, il fait devant devant son micro là, tu sais, avec le drapeau israélien et tout. Pupitre, là, voilà, son pupitre exactement. Et vraiment, il l'a tensé, comme on dit, quoi. Il l'a vraiment tensé. C'est incroyable, quoi. Je veux dire. Et juste après, voilà, ça s'est arrangé, on s'est appelé, on a réussi à discuter. Clairement, on voit que Netanyahou, en fait, c'est une comédie. Et puis il est en roue libre, c'est-à-dire qu'il peut se permettre vraiment, d'insulter comme ça un dirigeant européen, et derrière, il n'y a aucune réaction. Mais je vais vous dire, c'est une comédie entre eux. La même chose entre Biden et Netanyahou. Biden qui dit « Oh, Netanyahou devient incontrôlable, je n'arrive pas à le contrôler. Ouais. » Mais qui, à chaque fois que Netanyahou fait un gros coup, il dit « Finalement, c'est une bonne chose. » Vous voyez, c'est du pipeau, tout cela. Et M. Macron a fait cela uniquement parce que M. Macron, il y a une chose qu'il craint actuellement, c'est de perdre le Liban comme la France a perdu l'Afrique. Parce que le Liban, c'est un gros morceau de la francophonie quand même. Ne l'oublions pas. C'est comme la France qui a créé le Liban, alors pour le coup, qu'il a créé en arrachant le Liban à la Syrie, en 1920, lorsqu'elle s'est fait remettre par la Société des Nations un mandat sur le Liban, sur la Grande Syrie, qui d'ailleurs est un mandat totalement illégal, parce qu'on n'a pas le droit d'appliquer, d'accorder un mandat. C'est quasiment un droit de coloniser sans l'accord du peuple. C'est absolument, encore une fois, comment le peuple syrien comment n'a pas du tout été consulté, et on lui impose... On est vraiment dans l'ignominie impérialiste. Mais totalement l'ignominie. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on est en train de revenir. Aujourd'hui, moi, je crois qu'on est revenu à l'ignominie de la fin de l'Empire ottoman. On est vraiment revenu à l'ignominie de la fin de l'Empire ottoman, lorsqu'on démantèle un empire, une structure étatique, avec de très nombreux peuples, sans leur demander leur avis, on en fait ce qu'on veut, on se partage un gâteau. Et c'est incroyable parce que c'est une période que tout le monde pensait être révolue, qu'on n'avait plus que dans les manuels scolaires, dans les parties d'histoire, on voit l'Empire ottoman démantelé, l'Empire austro-hongrois aussi qui a été démantelé. Ouais. Mais et là, c'est absolument incroyable. On en revient à cela. En fait, c'est une comédie. Et je pense même que M. Macron, et c'est pour ça que officiellement, il l'a dit en off. Parce qu'après, on peut toujours se dédire et dire je l'ai pas dit. Et il a dit ça, et c'est vrai, parce que, et là, ça nous permet de parler du Liban, c'est que ce que subit le Liban actuellement. Ouais, justement, il faut peut-être dire un mot sur la situation qui est quand même particulière. Il y a encore eu des bombardements encore hier à Beyrouth. Il y en a eu toute la semaine. Que les gens se rendent bien compte, ça représente des dizaines de villes et de villages. Avec, des centaines de villages et de villes. Des centaines, oui. C'est, je crois, 1 million de déplacés. Il y a une semaine, il y avait déjà 1 million de déplacés. Il y en a certainement encore plus. Des cimetières qui sont visés. J'ai vu des oui, moi, j'ai pu voir dans la ville où je travaille, qui a une forte communauté libanaise. J'ai rencontré plusieurs personnes qui arrivaient de Beyrouth. Tant mieux pour eux, ils avaient les moyens de pouvoir venir. Voilà. Mais en gros, voilà, c'était vraiment l'urgence, c'était de partir ou de pouvoir subir les bombardements israéliens. Mais malheureusement, comme tu dis, ce sont les plus privilégiés. Et ceux qui restent sous les bombes, ce sont les personnes qui n'ont pas les moyens de se déplacer ou de se protéger. Youssef. Oui. Concernant le Liban, on voit, c'est terrible. Netanyahou a même, donc il bombarde partout. Il a bombardé des cibles près de l'aéroport de Beyrouth, cette nuit. Il a bombardé des institutions financières, soi-disant des institutions financières liées à Hezbollah. Enfin, c'était des institutions financières sociales, tout ce qu'il y a de plus, banal. Et ces institutions, mais ces institutions, elles assuraient un service social. Donc on les bombarde. On ne sait plus quoi bombarder.
il ne sait plus quoi bombarder, il bombarde tout ce qu'il peut. Oui, j'ai même vu, je disais, un cimetière bombardé alors que des gens sont en train de faire une cérémonie pour des gens qui viennent mourir. Quelle est la perversion, la perversité de faire ça, en fait? D'aller tuer des gens, qui rendent hommage à des gens qui sont morts, quoi. Netanyahou fait la guerre aux morts aussi. Il fait la guerre aux vivants, il fait la guerre aux morts. Hein. Il fait la guerre à tout ce qu'il y a d'humain sur Terre. Mais vraiment, absolument. Ça, c'est vraiment très important à comprendre. On fait la guerre aux morts maintenant. Toujours pas de sanctions? Ah ben, bien sûr que non. Ça, on ressent, enfin, je ne sais pas si vous le ressentez vous, ici en France, hein, un climat de totale impuissance, quoi. Là, les gens se disent, mais on va faire quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Ok, on boycotte, on manifeste, on parle, on dit la vérité, on ceci, on cela. Et là, on arrive à un point où c'est plus en fait. C'est ça justement qui peut des fois entraîner, j'allais dire, un durcissement du verbe, un durcissement dans le discours. Et là, bien sûr, on fait un appel en même temps à tous les militants de justement de pas tomber dans le panneau qu'on leur tend et de ne pas jouer le jeu, tu sais, de la radicalité du discours qui masque des fois, j'allais dire, l'impuissance politique. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que le week-end dernier et encore ce soir, parce que ce soir, il y a un rassemblement qui avait été en ce moment à 19h, organisé à 19h à la place Saint-Augustin. Et hier soir, des militants qui se sont réunis devant la Madeleine. Devant la Madeleine et près de l'ambassade des États-Unis. Donc, il y a des forces vives. À Bruxelles, ce week-end, il y a eu une grande manifestation nationale qui a réuni plus de 70 000 personnes. Donc, j'ai vu ça, c'est fou, hein, 70 000. La protestation mondiale ne faiblit pas. Mais voilà, il faut organiser ça. Il faut faire en sorte que les moyens se fédèrent pour être de plus en plus efficaces. Notamment le boycott. Le boycott. Le peuple palestinien, les organisations palestiniennes appellent à aller manifester partout dans le monde devant les ambassades américaines, parce qu'on l'a dit, Israël c'est le sous-fifre des Américains, ce sont les Américains qui sont les responsables totaux de cette guerre d'extermination aujourd'hui, et Netanyahou et leurs bras armés, tout simplement. Alors, il faut aussi signaler malgré tout une initiative d'Israéliens, de 1000 Israéliens qui, dans Libération, ont quand même fait un texte, avec entre autres de 3 personnes que nous connaissons, hein, vraiment de bonne réputation, et qui ont fait un texte. Alors ce sont en général des chercheurs, des intellectuels, hein, qui effectivement appellent à exercer toutes les sanctions possibles. Ils disent bien toutes les sanctions possibles contre l'État d'Israël. Je pense que c'est quand même assez courageux de leur part pour être signalé. Ils disent sauvez-nous de nous-mêmes. Voilà, sauvez-nous de nous-mêmes. Mettez la pression pour que on ne puisse plus faire ça. En fait. On ne puisse plus être un État qui fait ça. Donc je pense que c'est quand même une bonne chose, que c'est assez courageux de leur part. Ouais. C'est assez courageux de leur part et c'est assez rare pour être signalé. 1000, c'est quand même quelque chose. Donc voilà. Donc, pardon ? Nous partîmes 500. Oui. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur cette situation, qu'il faut suivre absolument. Et bien sûr, encourager les résistances des peuples palestiniens et libanais, parce que je tiens à le dire, on a le droit de le dire. D'accord ? On n'a pas le droit de mentionner. Écoutez bien Youssef, parce que c'est un puits de science. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il a encore permis de dire comment vive la lutte des peuples palestiniens et libanais. Alors, vive la lutte des peuples palestiniens et libanais. Ouais. Et quand même, une petite victoire, c'est pas grand-chose, ça paraît dérisoire, mais on va dire qu'on est là sur le temps long. Vous allez rigoler, mais bon, la CGT a intégré le BDS. Bon, c'est pas grand-chose, mais ça permet la massification. C'est des petites victoires comme ça qui permettent que demain, tout le monde dans notre camp soit pro-palestinien. Et je tiens à dire à tout le monde que ce qui se passe d'abord en Palestine et au Liban n'est pas une question de géopolitique lointaine, etc. Ça dépasse largement un cadre simplement territorial, hein, d'un bout de terre. C'est beaucoup plus vaste que cela. C'est la guerre à l'impérialisme. C'est réellement la guerre à l'impérialisme. Et cette bataille est décisive. Ça veut dire qu'elle va déterminer beaucoup de choses. Et elle va déterminer des choses aussi ici, parce que quand l'impérialisme est mis en faiblesse, hein, et dans une impasse, eh bien, cela est une bonne chose pour tous les peuples de la Terre. Ils peuvent davantage respirer. Et donc, on peut dire que les peuples palestiniens et libanais, ce qu'ils font actuellement, leur extraordinaire résistance, hein, d'un héroïsme absolument incroyable, nous libère aussi, bien évidemment. C'est la Palestine et c'est le peuple libanais et palestinien qui nous libère actuellement. Palestine vaincra.
La revue numéro 2 qui est toujours en vente, paraît-il. La numéro 1 est en rupture de stock, mais la 2, vous pouvez toujours l'acheter sur le site. Voilà. Et continuez à donner aussi sur Tipeee. Parce Moi, que je c'est vends mon avec, exemplaire collector, 100 €. Plus que ça encore. Moi, j'en ai acheté deux, je les garde. Je sais que dans 10 ans, voilà, je pars très loin avec. Donc sur Tipeee, vous nous donnez, c'est avec un don régulier que vous nous aidez le plus à pouvoir continuer à produire des programmes comme ça, des émissions, des vidéos, des événements. Et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent mais qui ne sont pas abonnées, donc c'est dommage, abonnez-vous. Et puis on va laisser la place sans transition. à l'émission. Il n'y a pas de coupure pub, c'est direct. La grande émission. Allez-y. Avec Maxime Benatouil, Ouria Boutelja, Maria Mariv. Merci Sabrina. Merci. Samina. Merci Youssef. Merci, ouais. Et merci Statis. Et merci Statis.